Aujourd'hui, on va vous présenter notre top 10 des séries d'anthologie d'hier et d'aujourd'hui. Une série d'anthologie, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une série dont l'histoire est racontée soit sur une saison, c'est-à-dire sans suite, sans seconde saison, sans troisième saison, soit l'histoire est racontée sur un épisode, donc une sorte de court-métrage, moyen-métrage. Est-ce que j'ai bon, Greg ? Je pense que tu as bon. On va commencer tout de suite sur notre numéro 10. Donc ce sera American Horror Story, série qui a débuté en 2011. American Horror Story est une anthologie horrifique. Chaque saison explore un sous-genre de l'horreur. Maison hantée, asile, sorcellerie, cirque, hôtel, apocalypse, etc. Avec des acteurs récurrents et des intrigues souvent inspirées de faits divers ou de légendes urbaines. Comment faire un top 10 sans citer American Horror Story qui est, je pense, la série d'anthologie horrifique moderne, la plus connue de tous. Personnellement, on l'a mis en top 10 parce que elle est très inégale. C'est-à-dire que si on part sur la première saison, Greg comme moi, on l'a trouvé très bien. Malheureusement, au fur et à mesure des saisons, ça se barre en couille. Et l'intérêt, je pense, décroît vraiment au fur et à mesure des saisons, sachant que Greg comme moi, on n'a pas vu l'ensemble des saisons. Pour ma part, j'ai essayé d'en regarder et en fait, je me suis un peu emmerdé pour ne pas être poli. Donc c'est pareil, moi j'ai pas tout vu, loin de là. J'avais vu la première saison que j'ai trouvé sympa, mais classique en effet, et après au fur et à mesure j'ai trouvé que ça devenait un peu bordélique, et je trouve que la série est pas assez sombre en fait, elle est trop propre. Faut savoir qu'un des créateurs c'est Brad Falchuk, qui est aussi créateur de Glee et de Nip Tuck, et je trouve que parfois on retrouve un peu cette esthétique en fait, et autant sur un Nip Tuck, l'esthétique très propre, ça allait parfaitement avec le style de la série. Glee, comme c'était un truc un peu ado, voilà, c'est pas trop étonnant d'avoir un truc très propre, mais là du coup je trouve qu'on retrouve ce style très propre qui du coup moi m'a pas tellement inspiré. Voilà, et du coup j'ai vite arrêté parce que j'ai trouvé que je rentrais pas dedans en fait. Voilà, je rentrais pas dedans, à part la première saison, je suis pas rentré dedans. Et ensuite il y a le fait qu'il y ait donc plusieurs acteurs qui reviennent régulièrement. Alors parfois ça peut être sympa. Par exemple, on a Jessica Lange, on a Sarah Paulson, on a Katie Bates, Angela Bassett. Ça peut être sympa des fois. Et là, en fait, sur cette série-là, j'ai pas toujours trouvé que c'était très, très intelligent de reprendre toujours les mêmes personnages. Et je sais que toi, ça avait été un peu un de tes problèmes aussi. Oui, tout à fait. Oui, je trouve que ça casse un peu les histoires. Dans le même genre, il y a le réalisateur de. Alors, je nous pose une colle à nous-mêmes. Celui qui a créé The Haunting of Hill House. Ok, j'ai pas la réponse. Qui fonctionne sur le même principe, qui dans les autres séries qu'il a réalisées reprend des acteurs, mais là c'est le côté systématique de reprendre toujours le même petit groupe d'acteurs qui moi m'a un peu cassé le truc. Ouais, et puis en plus ça reprend un peu des mythes habituels, hein. Voilà, on a le fantôme, on a le cirque, on a tout ça, et je trouve pas que ils apportent quelque chose en fait à ces trucs-là, à ces thèmes. Et même j'avais regardé celui sur la fête foraine parce que je me doutais que ça allait être proche de Freaks, voire peut-être du Elephant Man, qui sont deux films que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était tellement en dessous, que c'était tellement moins intéressant que, voilà. Ils reprennent des thèmes classiques, mais ils en font pas grand-chose, je trouve. Donc du coup, c'est sympathique sur certaines saisons. On sait qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé, donc c'est un peu normal que ça apparaisse quand même dans le classement. Mais voilà, je pense que ça devait pas être plus loin que la 10e place. Mike Flanagan, The Haunting of Hill House. Ok. Dites-nous en commentaire, alors nous on a mis un top 10 qu'on a un peu cassé, un numéro 10 qu'on a un peu cassé, donc dites-nous en commentaire quelle série vous auriez mis en numéro 10, ça nous intéresse. Et puis Greg, je te propose qu'on passe au numéro 9. Ok. Notre numéro 9, c'est la série Histoire fantastique, sortie en 1985 et créée par Steven Spielberg. Histoire fantastique est une série qui propose des récits indépendants où le surnaturel, l'étrange ou l'aventure bouleverse le quotidien. Chaque épisode, oscillant entre merveilleux, science-fiction, humour et émotion, explore l'imaginaire avec la patte narrative et visuelle de Spielberg et de grands réalisateurs invités. Alors Histoire fantastique, dans mon cas, c'était plutôt un bon souvenir d'enfance-adolescence.
d'enfance, je crois surtout. On est vraiment dans le monde de Spielberg. D'ailleurs, on retrouve Spielberg qui réalise un épisode. On a aussi Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, pour ceux qui ne savent pas, entre autres, Retour vers le futur. On a Joe Dante. Donc c'est les Gremlins, donc on est vraiment dans le petit monde de Spielberg des années 80. On le retrouve sur les ambiances dans les épisodes. Là on a ce côté un peu fun et léger qu'on pouvait retrouver dans les films de ce type-là en tout cas. Après, je me souvenais principalement de certains épisodes et pas du tout des autres. J'en ai revu un peu là pour notre vidéo. J'ai compris pourquoi je me souvenais pas des autres, c'est qu'en fait c'est assez inégal. Il y a vraiment des épisodes qui sont très sympas, moi personnellement j'ai bien aimé dans la saison 1 l'épisode avec un acteur qui est habillé en momie, ou alors un autre épisode qui s'appelle La Mascotte, qui se passe pendant la guerre avec un mitrailleur qui dessine en fait dans l'avion dans lequel il est. Ça c'est des épisodes qui m'avaient marqué, que j'ai trouvé vraiment bien, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça a quand même sa place dans le classement, déjà parce que ça marque quand même une époque, on retrouve un style un peu d'une époque. Après, comme disait Vianney, ça n'a pas obligatoirement toujours bien vieilli. Oui, et on retrouve, pour rajouter encore une patte Spielberg, ce qui m'a marqué en regardant les épisodes, c'est aussi la musique. Parce qu'on retrouve John Williams, je pense qu'on doit retrouver dans les films de Spielberg. Dans à peu près tous, oui. À peu près tous, voilà. Donc, effectivement, ça n'a pas très très bien vieilli en termes de photographie, et c'est inégal, et c'est un problème, je pense, des séries anthologiques qui, du coup, ont des réalisateurs différents, des castings différents, des histoires différentes, et donc l'écriture ne peut pas être au top partout, mais vous verrez que plus on monte dans le top, plus ce défaut s'estompe. Alors après, par contre, ce qui est sympa sur celle-ci, je disais, c'est que c'est vraiment implanté dans une époque. Vous pouvez retrouver aussi des réalisations qui ne font pas partie du monde de Spielberg, mais qui réalisent au moins un épisode. Il y a Clint Eastwood et Martin Scorsese qui ont réalisé, donc ça c'est sympa. Si vous êtes un peu curieux, c'est toujours sympa d'aller voir ce qu'ils ont fait. Et vous retrouvez des acteurs comme Harvey Keitel ou Christopher Lloyd, qui sont très années 80-90. Donc ça c'est sympa. Après ça se regarde, c'est un épisode de temps en temps. Je crois que ça doit être autour de 23 minutes l'épisode, quelque chose comme ça. Ouais. Donc vous en regardez un de temps en temps. Des fois c'est un peu faible, des fois il y a des trucs vraiment bien. Mais par contre, on est sur une ambiance années 80. Ceux qui sont un peu nostalgiques de cette ambiance-là, un peu Goonies, E.T., Gremlins, tout ça, on le retrouve un peu moins bien fait parce qu'il n'y avait pas les mêmes budgets aussi et tout, mais on est un peu dans cette ambiance. Donc c'est plutôt sympa, c'est pour ça que c'est dans notre top. Ouais, donc effectivement, là on est sur un épisode égale une histoire, et on est sur des durées qui sont relativement courtes, donc on est un court et un moyen métrage, on va dire. Ouais, c'est ça. Moyen métrage, je crois que je sais plus, mais je crois que moyen métrage ça doit être autour de 50 minutes, donc on est en dessous. Ah d'accord, on est en dessous, donc on est sur du... En dessous de 30, ça doit être court, on est sur du court. D'accord. Ok, très bien, on passe au numéro 8, Greg. Notre numéro 8, c'est Master of Horror, sorti en 2005. Master of Horror est une anthologie horrifique où chaque épisode est réalisé par une figure majeure du cinéma d'horreur, proposant une histoire originale, souvent extrême ou provocante. On a mis cette série dans notre top car cette série regroupe des réalisateurs d'horreur qui nous plaisent à Greg et à moi. Et pour beaucoup des épisodes, notamment la saison 1, on retrouve vraiment des choses de qualité, du contenu de qualité. En termes de réalisateurs, on trouve Joe Dante, John Carpenter, ou moins connu, mais non moins mémorable, le réalisateur japonais Takashi Miike, qui nous gratifie d'un épisode, on va dire, croustifondant. Tellement croustifondant qu'il a été interdit de diffusion aux États-Unis lors de sa sortie. Donc c'est une série, moi, qui m'a marqué en 2005. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Si. En plus, alors, comme tu disais, c'est des réalisateurs qu'on aime bien, parce que en dehors de Takashi Miike, on est beaucoup sur des réalisateurs de films d'horreur des années 80. Donc t'as cité Joe Dante et John Carpenter. Ouais. On a aussi Stuart Gordon. Dario Argento. On a Tobe Hooper. Donc voilà, on est beaucoup sur des réalisateurs de films d'horreur qui nous ont marqué quand on était, j'allais dire enfant, ça fait un peu chelou. On va dire jeune adolescent. Et du coup, non, c'est... Alors pareil, on est toujours sur la même chose. Il y en a quand vous avez préféré certains épisodes que d'autres. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'épisodes nuls. Dans mes souvenirs, il y en a qu'on oublie plus vite. Il y en a qui sont très marquants. Pour moi, par exemple, celui de Dario Argento, celui de John Carpenter sont ceux qui m'ont bien marqué. Alors, celui de Takashi Miike aussi, parce que pour le coup, il est plus violent, je trouve, que les autres. Mais globalement, ça se tient. On est vraiment sur de l'horreur, là, pour le coup. Alors, pas obligatoirement saignant, mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose qui est pas léger. Parce que l'histoire fantastique, c'était très léger, par exemple. On était pas sur de l'horreur. Là, on est sur de l'horreur. Et je trouve que c'est plutôt sympa à voir, même si, c'est un peu inégal.
Mais on retrouve un peu la touche film d'horreur un peu années 80 qui est cool, qui moi personnellement fait partie de période que je préfère dans les films d'horreur. 70-80, c'est là où je trouve qu'il y a les meilleures choses. Donc voilà, on retrouve ça. Il y a la patte. En même temps, ils l'ont quand même fait un peu moderniser. Hein. Ils ont pas... C'est quand même c'est plus récent, donc voilà. Mais voilà, c'est plutôt marquant. J'ai moins de souvenirs de la saison 2 que j'avais commencé à regarder. Je suis pas sûr que j'avais fini, mais elle était un peu plus faible. Mais la saison 1, en tout cas, elle est à voir. On a fait le tour. En tout cas, c'est une série, si vous ne l'avez pas vue, c'est une série à voir. Si vous n'avez pas peur, regardez l'épisode de Takashi Miike qui est sale. Qui est sale, ouais. Qui s'intitule en français La Maison des Sévices. Qui dit déjà que ça va être sale. C'est un très beau programme. Ou encore celui de John Carpenter qui est moins violent, mais qui franchement est assez mémorable. C'est Cigarette Burns, je crois. Cigarette Burns, ouais. Qui est très bien aussi, ouais. On passe au numéro 7 avec True Detective, qui est sorti en 2014 et créé par Nick Pizzolatto. True Detective est une anthologie policière sombre. Chaque saison suit une enquête complexe, des personnages tourmentés, mêlant drame psychologique, mystère et ambiance poisseuse. Alors, la première saison de True Detective avait plutôt marqué les gens. Voilà, ceux qui l'ont vu avaient plutôt été marqués par ça. On est un peu dans une ambiance... on se rapproche, on va dire, de quelque chose un peu à la Seven. On a Matthew McConaughey et je le dis très vite parce que je ne sais pas si je le dis bien, non, c'est très bien. Woody Harrelson. La première saison est vraiment, vraiment marquante. Elle est assez sombre. Les acteurs sont vraiment au top. Et du coup, c'était très marquant. Après, en ce qui me concerne, la deuxième saison que j'avais vue m'avait un peu ennuyé avec Colin Farrell. J'avais trouvé un peu longuette et tout, c'était moins bien. Et après, moi, je me suis arrêté là. Donc, Vianney va plus parler des autres. Je sais que la troisième, avec, comment il s'appelle, Mahershala Ali, oui. Est apparemment plutôt bien. Et la dernière, Jodie Foster. J'ai pas lu de critique, mais Vianney avait pas été très emballé, donc je vais le laisser prendre la suite. La saison 4, en termes d'ambiance, elle est excellente. Ah oui, ouais, ce qu'il faut noter, ce que je rebondis sur ce que tu disais, Greg, le casting, hormis la première saison, effectivement, dans la deuxième saison, Colin Farrell, saison 3, Mahershala Ali, je lis, quatrième saison, Jodie Foster. Concernant le casting, franchement, il n'y a rien à dire. Le problème de cette série, selon moi, c'est que la première saison était trop bonne. Je pense que ça a tué un peu tout le reste. Ça aurait été con de dire qu'ils auraient dû faire un peu moins fort la première saison, mais ils auraient peut-être dû mieux écrire les autres saisons. Je pense que c'est un problème d'écriture pour les saisons suivantes. Ils n'ont pas réussi à renouveler le genre. Et la dernière saison avec Jodie Foster, l'ambiance est exceptionnelle, le générique est exceptionnel également. Après, à l'intérieur, c'est très vide, quoi. J'ai trouvé ça très vide. Donc, ce qui explique cette position en numéro 7, c'est que sur la continuité des 4 saisons, moi, personnellement, je ne l'aurais pas mis plus haut. Mais du coup, ce qui explique quand même que c'est là, et que ça reste quand même un numéro 7, c'est que, parce qu'au bout du compte, de ce qu'on dit, sur 4 épisodes, sur 4 saisons, il y en a 2 qui sont bien. C'est-à-dire que la moitié est pas ouf, voire pas très bien. Ouais. Mais il reste 7ème, enfin en tout cas il est pas 10ème, parce que la première saison est vraiment super super bien. Et donc au pire, si vous voulez pas regarder les 4 saisons, vu que c'est des histoires différentes à chaque saison, regardez au moins la première. Voilà. Au pire, vous regardez la première, vous faites comme moi, vous regardez la première, vous tentez la deuxième. Moi ça m'avait calmé tout de suite. Je crois que je l'avais trouvé beaucoup trop bavarde et trop molle. Mais de toute façon, voilà, pour la première saison, il faut regarder la première saison. C'est une histoire unique. Vous avez le début et la fin dans la saison, donc regardez au moins la première saison et elle vaut vraiment le coup. Et pour la 4e saison, n'hésitez pas à venir me contredire en commentaire si vous l'avez vu et que vous l'avez apprécié. J'ai peut-être loupé quelque chose, j'étais peut-être pas dedans, je sais pas. C'est un mystère pour moi. On va passer à la 6e place. Go. Donc la 6e place, c'est pour Les Contes de la Crypte, sorti en 89. Les Contes de la Crypte est une anthologie horrifique adaptée des comics des années 50. Chaque épisode propose une histoire macabre ou ironique, introduite par le gardien de la crypte, avec des twists souvent cruels ou humoristiques. Donc les Contes de la Crypte sont sortis fin des années 80, comportent 7 saisons. Alors on est sur des épisodes où un épisode égale une histoire. Contrairement aux 2 séries précédentes qui étaient plutôt sombres et vraiment marquées horreur,
Là, les Contes de la Crypte, effectivement, se trouvent sur quelque chose qui est vraiment teinté d'humour, avec un peu de cynisme, avec surtout des twists finaux qui sont mémorables. Beaucoup de guests, même si je serais incapable de les citer. Moi, je peux te dire. Ok. Je peux t'en dire quelques-uns. Ouais. Il y a Demi Moore, on voit Tom Hanks, on voit Tim Curry, parce qu'on est fan de Tim Curry, il fait qu'il faut une obsession. On a, je crois qu'on a Brad Pitt, on a Whoopi Goldberg, voilà, entre autres. Et on récupère aussi des réalisateurs comme Richard Donner, je crois qu'on a Robert Zemeckis encore, et William Friedkin, qui est le réalisateur de L'Exorciste. Donc en effet, on est à peu près entre Master of Horror et Histoire Fantastique. On est à peu près sur un équilibre entre les deux. Comme Histoire Fantastique, on retrouve l'ambiance film d'horreur un peu années 80, où là il y avait souvent des films d'horreur avec un peu d'humour, un peu de cynisme et tout. C'est bien des histoires d'horreur, en effet c'est assez léger, c'est toujours comme beaucoup un peu inégal hein, bien évidemment, mais ça reste assez fun. Les plus jeunes ne savent peut-être pas mais c'est passé à la télé française, je crois que ça devait être sur M6 ou la 5. Oui, M6 il me semble. M6. Donc on en avait 2-3 qui passaient certainement samedi soir de mémoire. Et donc voilà, ça reste des trucs assez fun, des petites histoires marrantes, non c'est pas toi, c'est comme moi je disais. Comme moi je disais. Comme moi je disais. C'est tiré donc d'une BD des années 50 et il y a eu aussi 2 films qui ont été tirés de ça, Creepshow 1 et Creepshow 2, qui sont des films pareils avec 3 histoires et qui eux avaient été produits par Romero et Stephen King. Stephen King qui jouait dans une des histoires de Creepshow 1 logiquement. Ok. Je sais pas si tu te souviens, Si, c'était la bonne vieille époque des vidéoclubs quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça reste des épisodes fun, c'est pas des trucs de fou et tout, mais ça reste très fun, des petites histoires marrantes, sympathiques, et voilà, on passe un bon moment, on en regarde une de temps en temps et c'est sympa, et c'est plus, je trouve, c'est quand même mieux foutu qu'Histoire Fantastique, parce que du coup c'est assez proche hein, dans un sens, parce qu'on est à peu près sur la même époque, même si c'est plus horreur que fantastique, mais même si on a ce côté fun années 80, c'est un peu mieux foutu, et parce que le problème par rapport à Histoire Fantastique, c'était Spielberg en fait, je crois. C'est triste, hein, mais le côté très gentil, très enfantin de Spielberg fait qu'il y a des épisodes qui étaient lourds dans l'Histoire Fantastique. Là, on n'a pas vraiment ce côté-là. Donc, on est sur des trucs un peu plus corsés, marrants. Donc, ça méritait bien sa petite place dans le classement. Et puis, introduite par le gardien de la crypte, qui sort toujours des blagues pourries, quoi. Voilà, avec une voix défoncée, comme s'il avait fumé 4 paquets de clopes avant de tourner la scène. Et qui est toujours assez drôle comme personnage, qui est fait par c'est une marionnette. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut les visionner sur une plateforme. Il ne me semble pas que ce soit accessible. Je les ai vus nulle part. Alors après, j'ai pas cherché, mais comme ça, en fouillant, j'avais fouillé sur Disney+, j'avais fouillé sur les trucs, j'ai jamais vu les Contes de la Crypte. Il faudrait peut-être voir sur Prime, mais je pense... Non, c'est même pas dit, non. Donc, une rareté. Si vous avez l'occasion de visionner quelques épisodes, je pense que vous ne serez pas déçus. Peut-être la série aura-t-elle un peu vieilli, parce qu'on est sur fin des années 80, début des années 90. Donc, voilà. Mais ça reste ce qu'on appelait, on dit moins ça maintenant, mais on va faire une expression de vieux, mais ça reste du cinéma popcorn. Donc c'est sympa, on se pose et on regarde ça tranquille et c'est marrant. C'est pas du Kubrick non plus. C'est pas du Kubrick, non. Dites-nous en commentaire les souvenirs, les meilleurs épisodes que vous avez vus, ceux qui vous sont restés en tête. Et dites-nous si, selon vous, ça mérite sa 6e place. Et Greg, je te propose qu'on passe à notre numéro 5. Ok. Notre numéro 5 est la 4e dimension, donc la version originale sortie en 1959 et qui comporte 5 saisons. La 4e dimension est une série anthologique de science-fiction et de fantastique. Chaque épisode invite le spectateur à franchir les portes de l'imaginaire entre réalité, superstition et surnaturel, avec des chutes mémorables et des réflexions sur la condition humaine. Alors la première chose qu'on peut dire sur la 4e dimension, pour ceux qui l'ont vu, c'est on peut déjà parler de Rod Serling, qui est le créateur, et qui est en fait la personne qui introduit tous les épisodes. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est marquant, quand on revoit cette série, quand on l'a déjà vue et qu'on s'en souvient un petit peu, c'est la musique. Déjà, la musique de la 4e dimension est très marquante, et c'est l'apparition de Rod Serling qui fait toujours une petite intro, un petit texte un peu, sans donner trop d'indications, mais qui introduit chaque histoire et qui, en général, je crois, quand il y a un narrateur, c'est lui le narrateur aussi, donc le créateur est très présent du coup, et c'est déjà un point qui est assez marquant sur la série. Ensuite, on est sur une série comme les autres séries où on peut découvrir, alors, au niveau réalisation, pour la petite histoire, j'ai vu ça, il y a Richard Donner,
donc qui était déjà sur les Contes de la Crypte. Mais là, du coup, il était beaucoup plus jeune, il a réalisé au moins un épisode. Et après, on a quelques acteurs qui étaient connus à l'époque ou qui commençaient à être connus comme Dennis Hopper ou Charles Bronson, Robert Redford aussi. Donc voilà, c'est encore comme les épisodes, comme on a dit sur Histoire Fantastique, les Contes de la Crypte, c'est souvent des séries qui font apparaître des gens, que ce soit au niveau de la réalisation ou au niveau des acteurs. J'en ai un autre, William Shatner. Et il y a Leonard Nimoy aussi. Ok, Leonard Nimoy. Comme il y a Captain Kirk, il y a aussi, du coup, voilà, on est très Star Trek, du coup. Et un acteur dont on a parlé lors de notre série des films de Noël, qui est Burgess Meredith, si je me trompe pas. Alors, je sais pas s'il est dedans, mais c'est possible. Ben merde, tu me fais bugger. Non, mais c'est possible. Je sais Si pas on en a dedans, parlé. Si, il est dedans. Ok, il est dedans, ok. Ah, il est dedans. Ouais, non, mais si, on a dû en parler, oui. Oui, si, on en a parlé, de toute façon. On avait parlé sur quoi? Parce que, en fait, Burgess Meredith, pour moi, c'est Mickey dans Rocky. C'est pas Miracle sur la 34e rue, je crois. Attends, je regarde 2 secondes. Ouais, on va vérifier. 1 hour later. Ah non, c'était par rapport à Batman, je crois. Non. On a parlé de Batman. Mais non, parce qu'il a fait le Joker, en fait, c'est pour ça que je dis ça. On n'a pas dit Ah que oui, c'était t'as inspiré raison, du sur Joker. le pingouin. Ok. On en a parlé. Donc en fait, la magie du montage. Donc en fait, on avait parlé dans la série Le Pingouin, parce qu'en fait, Burgess Meredith avait fait le pingouin dans le vieux Batman. Et c'est pour ça qu'on avait parlé de Burgess Meredith, mais qui est donc, comme je disais, Mickey de Rocky. C'est un peu plus, parle un peu plus aux gens, mais voilà. Alors donc en effet, il est peut-être dedans, c'est totalement possible. Ça nous donne l'occasion de renvoyer vers notre vidéo sur le pingouin. Exact. Du coup, c'est en noir et blanc, pour celles et ceux qui n'aiment pas le noir et blanc. C'est du très beau noir et blanc. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un coffret où il a été restauré, il est en Blu-ray et tout. Si vous voyez, voilà, restauré tout bien, c'est vraiment un beau noir et blanc. Mais arrête de te la péter. Non, oui, c'est bien. Franchement, j'ai regardé quelques épisodes pour me remettre un peu dedans, parce que j'ai pas tout vu, évidemment, j'ai dû en louper quelques-uns. J'ai regardé quelques épisodes et je trouve que c'est très bien foutu. Ce serait exagéré de dire que ça n'a pas vieilli, sachant que ça se passe dans les années 50-60 et que c'est en noir et blanc, pour la plupart, je crois. Hein. Oui, c'est tous en noir et blanc. Tous. Ah oui, donc, je crois qu'ils sont tous en noir et blanc. Ouais. Et c'est vrai que la musique est ultra connue, et donc on vous invite à regarder, si vous avez l'occasion, des épisodes, parce que les histoires sont bien foutues, quoi. Et surtout, on est sur du fantastique ou de l'anticipation ou de la science-fiction. Et ce qui est hyper intéressant quand vous regardez un vieux film fantastique, enfin un vieux film surtout de science-fiction, c'est de voir en fait. En général, ça traite des sujets qui étaient dans la tête des gens à l'époque, les choses qui les inquiétaient ou les choses auxquelles ils réfléchissaient beaucoup. Et donc, on voit sur les thèmes dans la 4e dimension un peu ce qui était marquant dans les années 60, comme la guerre, par exemple, qui apparaît dans pas mal d'épisodes, ou le manque d'humanité, ou ce genre de choses. Enfin, on voit en fait les thèmes qui touchaient les gens à l'époque, en fait, dans les années 60. Donc, c'est intéressant déjà pour ça. Le communisme. Le communisme, par exemple, c'est vrai. Et donc voilà, on n'a pas obligatoirement les mêmes peurs maintenant qu'avant. Il y en a qui se retrouvent, hein, mais pas toutes. Donc déjà pour ça, c'est intéressant. Et globalement, je trouve que les épisodes sont plutôt bien réalisés. Le jeu d'acteur est correct. Après, on est sur un jeu années 60 qui est un peu plus théâtral, mais voilà, pour ceux qui sont habitués aux films de cette époque, ne seront pas plus choqués que ça. Mais je trouve que les épisodes sont tous assez beaux et les histoires sont plutôt bien foutues. L'ambiance est vraiment bien. Et voilà. Il y a une belle continuité en fait dans les saisons, donc c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant et c'est intéressant de voir les thèmes de l'époque. Oui, il y a eu plein de reboots, enfin pas de reboot, mais de nouvelles saisons ou de nouvelles séries inspirées de la 4e dimension. Est-ce que toi t'en as vu, Greg? Parce que moi, pas du tout. J'en ai vu aucun. Non, aucun. Et en fait, je sais pas, je reste bloqué sur celle-ci que je trouve très bien et du coup, je suis pas plus inspiré par les autres. D'accord. Dites-nous en commentaire si vous avez vu les versions plus récentes de la 4e dimension. Il y a eu aussi la 5e dimension, des dérivés, etc. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez vu, si ça vaut le coup ou pas. Ça nous intéresse. Quoi qu'il arrive, il manquera toujours cette petite intro de Rod Serling que j'aime beaucoup, qui est assis et qui vous raconte un peu plus ou moins ce qui va arriver. Enfin, c'est même pas, en plus, il n'explique pas ce qui va arriver. Il parle plus ou moins de la thématique. Il fait un petit texte qui englobe la thématique de ce que vous allez voir.
Donc c'est encore plus intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est sans toujours trop en sympa, dire, ça. ouais. Ouais, parce que d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que je raconte ma vie, sur le coffret Blu-ray que j'ai, et tu peux zapper les intros. Je trouve ça fou, en fait, c'est débile de zapper les intros. Les intros sont vraiment bien, quoi. Ouais, ça fait partie de l'épisode, quoi. Et les épisodes durent combien de temps, en moyenne? Eh ben, 40 je ne sais minutes, plus. non? Ah, moins, je crois. Hein. Moins? Ouais, faut vérifier. Attends, je vais vérifier. Many hours later. Du coup, j'ai envie de te dire, magie du montage. Donc il y a 138 épisodes de 25 minutes et 18 épisodes de 50 minutes. Ok, Voilà. d'accord. Donc je pense que les 50 minutes, ça doit plutôt être vers la fin. Moi, j'ai plutôt souvenir d'épisodes courts au début. Ok. Voilà, donc on est toujours comme un peu comme Histoire fantastique, comme les contes de la crypte, mais ça se tient un peu mieux, je trouve. Et voilà, et le fait que ça soit sur une époque, comme je disais, c'est intéressant, c'est d'autant Oui, plus c'est intéressant. un instantané d'une Des époque. années 60, ouais. Très bien, on passe à notre numéro 4. Ok. 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 Vas-y, oui, le top 4 donc. Notre numéro 4 qui est la série animée, peut-on dire animée? Oui. Love, Death and Robots, qui est ce mois disponible sur Netflix et qui est sorti en 2019. Love, Death and Robots est une série animée pour adultes. Chaque court-métrage explore la science-fiction, l'horreur ou la satire, avec des styles visuels variés et des récits percutants sur l'amour, la mort et la technologie. Donc la série est produite par David Fincher, qui en réalise d'ailleurs un épisode dans la saison 3 de mémoire. Un des premiers intérêts pour moi de la série, c'est qu'on a des animations très différentes, on a des artistes très différents. Alors c'est quelque chose qui, sur les autres séries dont vous avez parlé, on pouvait remarquer un peu sur la réalisation d'un épisode à l'autre, mais c'est moins flagrant. Là, c'est vraiment flagrant parce que c'est l'animation qui change. Donc déjà ça, c'est super intéressant. Ça m'a fait un peu penser du coup à... Enfin, me dire ce que t'en penses, mais ça m'a fait un peu penser à Métal Hurlant, qui était donc une BD qui est sortie dans les années 70, une BD française à la base. Monsieur, français, ouais, monsieur. Qui avait été sortie par Moebius et Jean-Pierre Dionnet, et qui du coup, dans la BD, vous retrouviez plusieurs histoires de plusieurs dessinateurs. C'était souvent en plus du fantastique ou de la science-fiction. Donc en fait, on est un peu sur ce style-là. Et donc c'est intéressant de voir plein d'animations différentes. Les histoires sont différentes, mais les animations sont très différentes. Et globalement, en plus, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Après, ça dépend des goûts, vous aurez des préférences. Hein, mais j'ai pas vu vraiment d'animation que je trouvais laide ou nulle. Donc déjà, c'est excellent. Et ensuite, au niveau de la qualité des épisodes et des histoires, je n'ai pas beaucoup de choses non plus à rejeter. J'attends impatiemment la 4e saison qui va bientôt arriver. Et voilà, et donc on a des thèmes, pour le coup, qui sont plus modernes que la 4e dimension, puisqu'on a l'intelligence artificielle, on a le transhumanisme, on a des choses comme ça. Après, on retrouve aussi des thèmes comme la guerre et ce genre de choses, qui font partie justement des thèmes qui traversent l'histoire. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est une série que je trouve très, très costaud et bien foutu. Oui. Pour ma part, j'ai vu la première saison et j'ai bien apprécié, du fait, comme disait Greg, de la variété, la diversité des animations. Déjà, il fallait mettre une série d'animation et je pense que celle-là tombe vraiment à pic parce qu'elle est vraiment qualitative visuellement. Dans les histoires, de la même façon, j'ai pas été déçu par un épisode. Peut-être certains épisodes que j'aimais moins que d'autres. En plus, les épisodes sont courts de mémoire. Je pense qu'il doit faire une vingtaine de minutes peut-être. Et franchement, c'est une série qui est une bonne surprise, que je m'attendais pas à grand-chose, sachant que c'est une série qui est sortie sur Netflix et j'ai toujours un a priori. Mais c'était vraiment une bonne surprise et je pense qu'elle mérite sa place. C'est Greg qui a appuyé pour effectivement que la série soit aussi haut dans le classement et je suis d'accord. En fait, je suis un peu comme Yanné, au départ, je n'attendais pas grand-chose. Et je l'ai lancé quand même et je me disais, ça va être encore un truc assez inégal, ça va être chiant, machin. Et pour ceux qui pensent pareil, qui se disent, ouais, je sais pas trop si je vais le lancer, lancer le premier épisode de la saison 1, l'avantage de Sony. Et moi, quand j'ai vu l'avantage de Sony, j'ai scotché direct et j'ai fait, faut que je regarde la suite, quoi. Parce que je trouve que le premier épisode est complètement fou. Il est magnifique, il est vraiment très très beau. Et il est super rythmé, il y a un montage de dingue et tout. Vraiment, le premier épisode vous pousse à regarder la suite. Donc regardez déjà au moins un épisode, le premier. Et vous verrez après, si vraiment ça vous tente pas, vous continuez pas. Mais je pense que ça va vous donner envie de regarder la suite. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, peut-être ? Non, c'est bon. On les laisse voir. Regardez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on va passer au top 3. Et
Le numéro 3, est-ce qu'on peut faire des roulements de tambour ou pas ? La 3e place pour Black Mirror qui est sorti en 2011. Black Mirror est une anthologie dystopique qui explore l'impact des technologies modernes sur la société et l'individu. Chaque épisode proposant une histoire indépendante, souvent glaçante sur les dérives du progrès. Black Mirror est donc une série anglaise créée par Charlie Brooker et il y a à ce jour 7 saisons, dont la dernière saison vient de sortir récemment. Et on part sur le principe d'un épisode égale une histoire avec une thématique qui est liée systématiquement aux nouvelles technologies ou à l'impact des technologies sur l'être humain et tout ce que ça peut apporter comme chose positive ou négative. Mais Black Mirror, on est plus sur du négatif. Ouais, Black Mirror, on est un peu sur du Asimov, je trouve. Tu vois, on est un peu sur... méfiez-vous de la robotique, enfin, Asimov, c'était surtout la robotique, mais là, méfiez-vous des IA, méfiez-vous des réseaux sociaux, méfiez-vous... Alors, ça ne dit pas que c'est nul, hein, parce qu'on voit aussi dans les épisodes qu'il y a des intérêts, mais en fait, on pousse plus loin dans les épisodes, et c'est intéressant de pousser plus loin. C'est l'intérêt de la science-fiction ou de l'anticipation, hein, de toute façon. C'est de pousser plus loin pour s'imaginer jusqu'où ça peut aller, et où les dérives peuvent nous amener. Et Black Mirror est plutôt très bien là-dessus. Parfois assez sombre, ça, voilà. Je trouve qu'on retrouve pas mal les différences de réalisation et de style, parce que tout à l'heure je disais qu'on le voyait moins. On le voyait beaucoup sur l'animation, moins sur les trucs classiques, mais là je trouve qu'on le retrouve pas mal. Pour ceux qui n'ont pas du tout vu Black Mirror, le premier épisode de la saison 1 est plutôt très bien, mais assez différent de ce qu'on voit après, il faut le savoir. Ouais. Donc si vous regardez le premier épisode, que vous vous dites j'ai pas trop aimé, poussez un peu, parce que d'ailleurs je crois qu'un de mes épisodes préférés, ça doit être le 2e, moi, donc voilà. Mais voilà, faut juste savoir que le premier est un petit peu différent. On reste sur un truc futuriste, mais dans l'esprit, il est un peu différent. À la base, c'était anglais. Je crois que ça a été repris plus ou moins par les Américains. C'est ça. On sent une légère différence quand même si ça se tient toujours, mais on sent qu'il y a une petite différence sur le traitement. Avec une petite préférence pour moi pour le côté anglais. Je pense que toi aussi. Oui, tout à fait. Mais bon, dans la globalité, c'est plutôt bien, et ça se tient bien, et les thèmes sont super intéressants, sont d'autant plus intéressants maintenant. Il y a des épisodes qui sont assez forts, il y en a qui sont un peu moins forts, mais voilà, j'ai pas non plus de souvenir vraiment de trucs nuls. Donc voilà, c'est une série qui tient très bien ses sujets, qui est très moderne du coup, et qui parle vraiment des sujets actuels et des thèmes qui peuvent nous effrayer, ou en tout cas qui peuvent nous poser des questions actuellement. Oui, d'ailleurs j'ai en tête quelque chose avec social dedans. Tu sais, l'épisode où à chaque interaction... Ils ont des points. Ouais, ils notent les personnes avec qui ils viennent de communiquer, et ces points-là ont un impact sur tout ce qui est lié aux finances, etc. C'est-à-dire que si tu veux souscrire un crédit et que tu n'as pas assez de points, on te le refuse. Donc ça, cet épisode, il m'a marqué. En fait, il pousse un peu le système d'abonnés, plus ou moins. C'est comme si plus t'as d'abonnés, mieux on te reçoit. Plus t'as d'avis favorables, mieux on te reçoit. Si quelqu'un décide un jour, si tu t'embrouilles avec quelqu'un et qu'il décide de te mettre un mauvais avis, du coup, socialement, ça te fait baisser, même si t'as pas fait d'erreur. Mais en fait, voilà, tout ce côté-là joue sur ta vie, en fait. Ce qui se fait un peu pour certaines personnes déjà actuellement, hein. Il y en a, c'est quand même une catastrophe quand ils ont des avis négatifs, c'est la fin du monde. Donc on touche un peu du doigt à ça. Donc là, c'est gonflé, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, c'est le crédit social, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, le crédit social. Et ce qui se fait un petit peu dans certains pays aujourd'hui, notamment en Chine, où effectivement tout le monde est filmé, tout le monde est fiché, et tout le monde est suivi par rapport à ce qu'il fait pas, etc., etc. Donc effectivement, Black Mirror, c'est une qualité mais un défaut, c'est-à-dire que très souvent quand on regarde la série, on se dit ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, donc ça peut être un peu angoissant. Je pense notamment au premier épisode de la saison 7, de la dernière saison, qui effectivement met le malaise, quoi. Je sais pas, je pense que c'est ce que tu m'avais dit quand tu l'avais vu, Greg. Oui, je l'ai vu, mais en plus, j'étais pas le seul, j'ai vu un peu des gens en parler, et il y a des gens qui ont été pas mal traumatisés, c'est un grand mot, mais qui ont été pas mal touchés par cet épisode, et moi-même, ça m'a un peu retourné le cerveau, j'avoue. Et alors, ça peut, je pense, bloquer certaines personnes pour regarder pour enchaîner les épisodes. C'est-à-dire que souvent les messages sont... Sur certains épisodes, les messages peuvent être tellement forts ou tellement proches d'une réalité court terme ou à moyen terme que
on sort un peu du divertissement. C'est peut-être un petit peu le défaut que je pourrais donner à la série. Et la qualité, du coup. Et la qualité. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une vision souvent c'est surtout ça, je pense que ça vient de là, c'est une vision qui est très humaine, en fait. On n'est pas, ils vont pas faire, en tout cas, de mémoire, j'en ai pas. En tout cas, c'est pas ceux qui m'ont le plus marqué. Mais ils vont pas faire un épisode avec des histoires de robots partout, des machins et tout. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça touche l'humain. Donc automatiquement, vous recevez plus le message, parce que ça touche le spectateur plus profondément. Et donc, voilà, après, ça peut des fois casser le moral, en effet, mais ça peut poser des questions. Je me souviens d'un épisode, par exemple, sur quelqu'un qui se retrouve avec sa femme qui est décédée et qui récupère un mannequin qui représente sa femme, donc une fausse femme. Donc on est un peu sur les espèces d'amour virtuel, mais le problème, ça veut dire qu'il ne fait pas son deuil. Et donc voilà, là, ça parle aussi de deuil, donc automatiquement, c'est pas un épisode qui est le plus joyeux du monde. Et pareil, l'épisode que je disais, je crois, le 2e épisode de la saison 1, où c'est quelqu'un on est dans une époque où les gens peuvent garder leur mémoire, donc ils ont des petites cassettes, des petits CD, sur lesquels ils mettent des moments de leur vie, et en fait ils peuvent les revoir quand ils veulent. Sauf que ça, c'est quelque chose qui pourrait paraître positif, sauf que quand vous êtes dans un mauvais moment, et que vous êtes en souffrance, que vous vous sentez seul, vous regardez tous les anciens moments, et ça vous fait juste vriller. Donc en effet, Black Mirror, c'est très humain sur l'analyse, c'est ce qui est hyper intéressant, mais ce qui, du coup, des fois, est pas très joyeux. D'ailleurs, ça me fait penser à un film dont on a parlé, Strange Days, non? C'est pas Strange Days, ouais. Oui, qui refaisait du coup. Oui. Bah, après, c'est des thèmes qu'on a déjà vus. Hein. C'est pareil, là, celui que je disais du gars qui récupère une fausse femme parce qu'il fait pas le deuil. Alors, c'était pas une fausse femme, mais on est un peu sur la thématique du film Her de Spike Jonze, où Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une IA. Donc, on est un peu sur ces thématiques-là. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Mais du coup, ça peut des fois mettre une petite claque. Et ce qui est pas plus mal, ce qui est un peu le but aussi de on va dire, la vraie science-fiction, la vraie anticipation qui fait réfléchir. Oui, pour ma part, j'ai regardé donc les 4 premières saisons à l'époque de leur sortie. J'avoue qu'il y a eu un trou. Je pense que ça doit être au moment où la série est passée sur Netflix. Alors, commencez pas à dire que je suis vraiment traumatisé par Netflix, mais c'est probable. Et du coup, je rattrape en ce moment. Donc là, j'ai recommencé la saison 7 qui est de très bonne facture, mais inégale. On reste quand même dans une très bonne série, avec des sujets qui sont de fond et qui sont non sans rappeler. Alors, Sévrance. C'est-à-dire dans certains cas. Et d'ailleurs, j'ai lu que Charlie Brooker, donc le créateur de Black Mirror, ne voulait pas regarder Sévrance, je crois, parce que il en entend tellement parler que je pense qu'il doit faire un blocage comme moi avec Netflix, quoi. Je veux dire, tout le monde en parle en bien, tout le monde regarde. Mais après, c'est comme moi, tout. Je vais pas regarder. Non, mais en même temps, c'est tout. Dès qu'on te fait, tout le monde te monte la tête, t'as de grandes chances, même si la chose est bien, d'être déçu, parce que tout le monde t'en fait tout un plat. Donc c'est vrai que des fois, vaut mieux laisser passer le truc. Et puis voir plus tard quand tout ça s'est calmé, parce que des fois, les gens te poussent tellement en attendre un truc de dingue que t'es automatiquement déçu. Et je pense que les sujets sont quand même très proches. C'est-à-dire un cas d'un futur proche, de quelque chose qui peut arriver et qui n'est pas spécialement positif. Donc voilà. Et par rapport au rythme de sortie dont tu parlais, en fait, je pense que le moment où t'es un peu lâché et tout ça, c'est justement parce qu'au départ, comme on disait, c'était une série anglaise, et donc ça sortait à l'anglaise, c'est-à-dire quand ça sort. Ils sont pas très réguliers. Si on regarde Sherlock Holmes, par exemple, c'est un peu sorti comme ça devait sortir, quoi. C'est un peu le bordel. Et donc, il y a eu des moments, en effet, où il n'y avait pas eu de saison, les saisons ont mis du temps à revenir, machin. Et après, en plus, il y a eu le passage à l'américaine, où il y a une petite différence de traitement, qui est pas mauvaise, mais qui est différente. Et là, par contre, du coup, depuis que c'est fait par les Américains, par contre, le rythme est plus régulier. La différence entre l'Angleterre et les États-Unis, du coup, c'est plus régulier maintenant. On passe à notre numéro 2, qui est Fargo, qui est une série qui est sortie en 2014. Donc Fargo est une série d'anthologie policière où chaque saison raconte une nouvelle histoire criminelle dans le Midwest américain, mêlant humour noir, violence absurde et personnages hauts en couleur. Parmi toutes les séries dont on a parlé, on a eu pas mal de séries qui étaient fantastiques, horreur, avec un petit peu de policier ou thriller avec True Detective. Là, avec Fargo, on se retrouve avec une série policière inspirée du film Fargo des frères Cohen qui est sorti en 1996. Pourquoi on l'a placé
en numéro 2? Alors, on l'a mis en numéro 2, déjà parce que je fais confiance à Vianney, parce qu'il faut savoir que je n'ai vu que la saison 1. Donc voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 1, et que j'aime beaucoup le film. Donc là, on va parler de la série, mais déjà, à la base, voilà, le film des frères Coen, j'aime beaucoup, et la saison 1 de la série est très proche du film. Donc voilà, quoi qu'il arrive, j'aurais mis la saison assez haute dans le classement, enfin la série assez haute dans le classement. Mais après, j'ai plus écouté Vianney qui, pour le coup, lui, a vu toutes les saisons. Pourquoi j'ai aimé Fargo et pourquoi effectivement on a décidé de le mettre en numéro 2, c'est parce que, la première saison, je la trouve vraiment excellente, et contrairement à d'autres séries dont on a parlé, je pense notamment à True Detective, ils ont réussi à se renouveler tout en conservant un univers, c'est-à-dire le film Fargo, la série, la première saison, je sais pas trop, mais ça se passe vraiment dans un lieu précis de l'Amérique un peu paumé, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en fait avec toutes les saisons, tout en mettant un casting à chaque fois que je trouve excellent. Alors pour la première saison, il y a Billy Bob Thornton. Oh merde. C'était sûr. C'était sûr. Billy Bob Thornton qui est vraiment très très bon, et cet acteur, plus je le vois, surtout dans des séries en ce moment, plus je le trouve bon. Martin Freeman qui est excellent. Je trouve que les deux acteurs dans la première saison sont vraiment très bons. Martin Freeman, que vous avez vu ou à la télé dans Sherlock Holmes, parce qu'il fait Watson, ou dans Le Seigneur des Anneaux. Qui joue quoi, un Hobbit? Oui, qui joue Bilbo. Bilbo, ok. Sur la saison 2, il y a Kirsten Dunst et Jesse Plemons. Je crois qu'ils sont même en couple dans la vie, il me semble. Si, oui. Ouais. Sur la saison 3, Ewan McGregor qui joue 2 rôles. Donc, qui joue en fait des frères jumeaux. Carrie Coon, qu'on a vu dans la dernière saison de White Lotus, et également dans The Leftovers, qui est une très bonne série. Je sais qu'il y a Ted Danson aussi, je sais pas dans quoi. Oui, il y a Ted Danson, mais je sais plus. Je sais qu'il y a John Hamm, mais c'est peut-être la dernière John Hamm. John Hamm, c'est dans la saison 5, dans la dernière. Dans la saison 4, il y a Chris Rock, Jason Schwartzman, qui est très bon. Et dans la saison 5, John Hamm et Juno Temple. Et donc, la force de cette série, c'est avec 2-3 acteurs qu'on peut pas considérer comme étant non plus des acteurs non plus ultra bankable, mais qui sont quand même de très bons acteurs. Ils réussissent à faire une histoire à chaque fois, qui est vraiment dans l'esprit du film des frères Coen, avec beaucoup de retournements de situation, que ce soit à la fin de chaque épisode. À la fin de chaque épisode, moi j'ai envie de regarder la suite, quoi. Et je trouve qu'en termes de qualité, ils sont restés à un niveau, contrairement à True Detective, un niveau très très élevé de qualité sur l'ensemble des 5 saisons. Et rien que pour ça, elle mérite d'être dans le top 3. Ouais, du coup, les frères Coen avaient démarré quelque chose qui était cool, qui était le personnage simple dans un patelin, qui s'enfonce dans les merdes criminelles, ou par malchance, ou par des mauvais choix. Et alors, pour le coup, comme je disais, je parle de la saison 1, parce que ce que j'ai vu, on retrouve exactement ça. On retrouve exactement cet humour noir aussi du pauvre gars, enfin en tout cas, du gars classique, le gars lambda, qui s'enfonce dans les merdes, en fait, et qui se retrouve à la place de criminel, alors qu'à la base, c'est pas son état d'esprit, mais voilà, il fait les mauvais choix où il a la malchance qui est là. Et du coup, voilà, moi qui ai adoré le film, ils ont réussi vraiment à retranscrire cette ambiance. Et la saison 1, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle est très proche du film, mais c'est pas le film. Du coup, faut retrouver des éléments, mais l'histoire sera pas la même. Donc les personnes peuvent mourir, ou les choses comme ça, ce sera pas les mêmes que dans le film. Mais on retrouve des éléments de personnages, comme le personnage dans le film, en fait, le personnage principal, c'est celui qui est joué par Frances McDormand, qui là, du coup, est plus ou moins présent par la femme flic aussi, qui est une femme flic qui a l'air d'être un peu à l'ouest, mais qui finalement est peut-être pas la plus bête dans l'histoire. Et voilà, et c'est des personnages qu'on retrouve, et c'est des personnages qui sont super bien écrits, et les situations surtout, beaucoup d'humour dans les situations, et c'est super sympa. À noter qu'il y a une des saisons qui sort un petit peu de l'environnement de la petite ville américaine, c'est la saison 4, qui est axée sur une guerre des gangs, entre un gang afro et un gang italien. Malgré tout, cette saison est franchement très très bonne. Et les acteurs sont... Ah oui, il y a Chris Rock et Jason Schwartzman qui sont... Et Jessie Buckley. Alors, je sais pas si tu connais Jessie Buckley. Ça me parle pas. Je connais peut-être la tête, mais le nom me parle pas. En tout cas, celle-là sort un peu du lot. Donc, si on avait à vous conseiller... Greg a parlé de la saison 1. Je pense qu'il faut commencer par celle-ci.
Surtout si vous avez aimé Fargo, vous verrez le clin d'œil. Et la dernière saison, la saison 5, avec John Hamm et Juno Temple, qui est vraiment d'excellente facture et très très bonne, et qui reste toujours dans l'esprit Fargo. Oui, sinon, dernière chose peut-être qui est différente avec le film, et je pense que là c'est un point très négatif, tu vas être d'accord avec moi, c'est que par rapport au film, il n'y a pas Steve Buscemi. Effectivement. Et ça, c'est très triste. Steve Buscemi, parce que Steve Buscemi qui joue dans quelle série ? Boardwalk Empire. Voilà, il faut qu'on le place de temps en Je temps. vous invite à regarder et dont on va finir par parler un jour. Quand je l'aurai vu, parce que du coup, j'ai rien vu. Ok, du coup, on passe au premier, au champion des champions, que, à mon avis, beaucoup de gens vont découvrir. Notre numéro 1 ne va pas être le numéro 1 de tout le monde parce que je pense que c'est une série que à peu près 90% des personnes en France ne connaissent pas et c'est un drame. C'est un drame, je le dis tout de suite. Donc le numéro 1, c'est la série Inside Number 9. Inside Number 9 est une anthologie britannique où chaque épisode, à la tonalité souvent noire et surprenante, se déroule dans un lieu portant le numéro 9. Les histoires indépendantes oscillent entre thriller, comédie noire, drame et horreur, avec des twists mémorables. La série a été créée par Steve Pemberton et Reese Shearsmith, que personnellement je ne connaissais pas. Alors j'avais un petit peu vu dans une autre série que Vianney m'avait conseillé, dont j'ai oublié le nom, donc il va la donner maintenant. Oui, c'est The League of Gentlemen. Voilà, c'est ça. Et j'avoue que j'aime de plus en plus ces deux gars-là, que je trouve excellents, parce qu'il faut savoir qu'ils sont dans tous les épisodes. Alors j'ai vu que la première saison, mais ils sont dans tous les épisodes. Oui. Ouais. Ils sont dans tous les épisodes et je les trouve déjà excellents. Déjà, c'est un point qui est essentiel, je trouve, dans la série, c'est eux deux. Parce que déjà, en tant qu'acteurs, ils sont très très bons. Ils changent de visage, ils n'ont pas du tout le même style de personnage. Ce qu'on trouvait pas très bon dans American Horror Story, là, pour le coup, c'est vraiment très bon. Parce qu'eux sont très très bons. Il n'y a pas énormément de personnages. C'est des huis clos, de toute façon. Hein, globalement, oui, vu que ça se passe dans des lieux divers et variés qui ont pour seul point commun d'avoir le numéro 9. Donc on a assez peu de personnages. Et alors je pense, tu vas me dire, parce que tu connais peut-être un peu mieux les personnages, je pense qu'ils viennent du théâtre. Il y a de grandes chances. Oui. Donc je pense qu'ils sont un peu aussi habitués à travailler sur une scène, donc voilà, de pas s'étendre sur des décors extérieurs et tout. Et du coup, ça leur va bien. Et ce n'est pas non plus du théâtre filmé, donc ils sont assez bons là-dessus. Et du coup, j'ai été agréablement surpris par les épisodes qui sont assez surprenants. Qui sont très bien joués, comme je disais, avec des bonnes histoires. C'est vraiment une série qui est à découvrir, et avec ce petit côté britannique que j'aime bien, qui est très sympa. C'est une série que je trouve très proche de Black Mirror. Très proche, à la différence près qu'il n'y a pas cette thématique de fond. La seule thématique commune à tous les épisodes, c'est le numéro 9. Et c'est ça qui est très intéressant, et je trouve qu'il leur a permis une liberté d'écriture sur les 9 saisons qu'il y a. Et donc, pour revenir un peu sur les créateurs de la série, donc, qui sont aussi acteurs dans chacun des épisodes, Steve Pemberton et Reese Shearsmith, à mes souhaits, c'est qu'effectivement, comme disait Greg, ce ne sont pas des lapins de 3 semaines ou 6 semaines, je sais pas, ça existe comme ça. Ça reste une vieille expression. Et qu'effectivement, moi je les ai connus pour la série The League of Gentlemen, qui est une série mémorable elle-même, parce que c'est une des séries les plus malsaines qui m'ait été donné de voir, de par l'image et de par les thématiques et de par les personnages dont Reese Shearsmith et Steve Pemberton sont originaires. Je sais pas si ça se dit originaire. En gros, ils jouent dedans avec une autre troupe, et The League of Gentlemen, c'est une série un peu à l'ancienne, une série britannique à l'ancienne avec une image un peu crade. Et moi, ce qui m'a marqué sur cette série, c'est le fait que on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de budget. On retrouvait souvent les mêmes acteurs, donc ceux dont on parle pour Inside Number 9, maquillés, etc. Et les sujets étaient vraiment très malsains. Alors on vous passe les trucs, mais il y a du cannibalisme, il y a de... Voilà, on se croirait dans le nord de la France. Tu censureras. Non, tu censureras pas. Voilà. Donc, en plus, j'ai des origines du nord de la France, donc s'il te plaît. Donc, cette série, The League of Gentlemen, et ensuite, ils ont fait une série qui s'appelle Psychoville, sont des séries qui méritent d'être vues.
mais qui, je trouve, n'ont pas du tout le niveau qu'ils ont atteint avec Inside Number 9, parce que en termes d'écriture, d'image, de réalisation même, ils ont pris un soin énorme, et surtout, ils ont laissé libre cours à la créativité pour des épisodes qui durent 30 minutes. Et contrairement à d'autres séries d'anthologie, chaque épisode est vraiment complet. C'est-à-dire que même si la thématique n'est pas intéressante, ils arrivent à te retourner le cerveau en fin d'épisode, en gros pour que tu restes sur le cul. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans cette série, tout comme les différents styles utilisés. On peut retrouver donc du huis clos, un épisode, Greg a vu cet épisode, je crois que ça doit être le premier épisode de la première saison, qui s'appelle Les Sardines, où en fait tout l'épisode se déroule dans un placard, où en fait toutes les 2-3 minutes une personne vient s'ajouter et il se retrouve à une dizaine de personnes dans un placard, et en fait toute l'intrigue se déroule dans un placard. Franchement, je trouve que c'est un tour de force de faire tenir le spectateur pendant une demi-heure avec 10 personnes qui ne font que parler pendant une demi-heure dans un placard. Je suis d'accord pour tout ça, et pour le côté britannique, en fait, c'est assez marrant, parce qu'il y a vraiment une touche britannique, je trouve, qu'on retrouve dans les personnages, la façon dont les personnages sont faits. Des personnages qui sont un peu bizarres, en tout cas pour nous, peut-être que pour les Anglais c'est moins bien, mais je trouve toujours un peu bizarre, et du coup on est un peu sur ce côté absolutely fabulous, how not to live your life, ou un petit peu, tu vois, on retrouve un peu ces personnages un peu chelous. Sacrée référence au Not to live your life. Ouais. Ouais. C'est sacrément difficile à dire aussi pour moi, mais et ouais, toujours des personnages un peu chelous. Et on retrouve un peu ce côté britannique qui est cool, je trouve, dans la série. Et après, je te suis sur un truc, et donc je vais pas du tout vérifier, mais à mon avis, il doit peut-être avoir un peu plus de budget, parce que maintenant, alors, autant nous, on les connaît pas, qu'en Angleterre, je pense qu'ils doivent être déjà plus connus. Et ça fait longtemps qu'ils font des trucs, et je pense qu'ils ont dû avoir un petit peu plus de budget aussi. Ouais. Et ce qui se voit peut-être un petit peu à l'image. Et c'est vrai que du coup, par rapport aux autres séries, que j'ai peu vu, mais j'ai vu un petit peu, ils sont montés d'un cran. Là, c'est sûr qu'ils sont montés d'un cran, en tout cas sur le visuel, déjà sur la réalisation, ils sont montés d'un cran. Et surtout, ce qui vraiment m'a plu, et ce qui fait vraiment que cette série m'a vraiment, vraiment marqué, c'est le côté créatif. C'est-à-dire vraiment l'écriture, et surtout la liberté, c'est-à-dire ne pas se bloquer si tel ou tel sujet est abordé, ou si ça se passe dans tel lieu. Je parlais de l'exemple du placard, par exemple. C'est plutôt compliqué de faire un premier épisode d'une série que tu sors où tu as 10 personnes qui sont dans un placard à parler, quoi. Et donc, il y a du muet. Je crois que ça doit être le deuxième épisode, je crois. Peut-être, et j'avais envie de dire un truc sur cet épisode, ce qui est drôle, parce qu'on retrouve un peu des choses de notre classement, je trouve, et je trouve que l'épisode donc, du muet, qui est pas un vrai muet, hein, mais on va dire c'est une histoire de cambriolage, donc les cambrioleurs doivent être muets, doivent se taire pour pas se faire repérer. Il y a un petit côté Fargo, je trouve, dans le style, tu vois. Il y a un petit côté humour un peu à la Fargo. Donc c'est pour ça que je trouve que dans différents épisodes, on retrouve même des trucs d'autres séries dont on a parlé. Oui. Donc c'est assez marrant. Il y a l'épisode de la saison 2 où il y a cette femme qui voit plein de choses bizarres dans sa vie, qui se passe devant elle, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un côté très fantastique horreur aussi, qu'on peut retrouver dans d'autres séries dont on a parlé, mais là qui est très bien foutu aussi. Et justement aussi jusqu'à la fin qui tient en haleine. Et c'est vrai qu'il y a différents styles, mais sans trop pousser. Et ça, c'est là aussi où la série est intelligente, c'est que par exemple, quand vous voyez un épisode de Black Mirror, vous comprenez très rapidement que vous êtes dans un truc de science-fiction. Eux, on sait pas trop au départ. On est à peu près dans le présent, et puis après, il peut se passer des choses qui ramènent vers le fantastique, ou des choses qui amènent vers l'humour. Donc ça aussi, c'est sympa en fait. On sait pas trop vers où on va, vers le style et le thème qu'il va y avoir dans les épisodes. Oui. C'est vrai qu'à 80% du temps, il y a un très léger fond d'humour. Enfin, il y a toujours, dans chaque épisode, il y a toujours une petite pointe d'humour, hormis peut-être dans celui dont tu parlais, les 12 jours de Christine, qui lui est vraiment plus sérieux. Mais il y a toujours un petit peu d'humour, et c'est vrai que jusqu'à la moitié de l'épisode ou aux 3/4, tu ne sais pas exactement là où ils veulent t'amener, et c'est vraiment dans les dernières minutes que tu comprends en fait pourquoi l'épisode s'est déroulé comme ça. Et pour l'humour, après on reste donc sur quelque chose qui est quand même très britannique, et les Anglais aiment bien l'humour un peu à froid et tout. Donc en effet, on retrouve pas mal cet humour-là. Ouais. Donc c'est une série brillante. Effectivement, ils ont eu du budget. Parce que quand la série a bien fonctionné, ils ont reçu pas mal de prix, notamment sur l'écriture. Steve Pemberton a reçu, je crois qu'on a reçu quelques-uns aussi de prix pour son interprétation, même si son comparse est vraiment très très bien.
Mais c'est vrai que Pemberton sort plus parce il a un côté comique et surtout il a un côté de transformation. Un côté flippant aussi. Oui, il a un côté flippant. Oui, mais c'est vrai, il a un côté très polymorphe, c'est-à-dire que il peut jouer dans un épisode un tueur en série en prison, il peut jouer le père de famille un peu bedonnant, quinca, qui est un peu loser. Et malgré tout, quand il joue ce personnage-là, quand tu regardes la fin de l'épisode, tu scotches, quoi. Tu scotches. En fait, il me fait un peu penser, moi, et je trouve qu'il serait parfait dans un rôle de clown qui fait peur, tu vois. Oui. Parce qu'il peut avoir l'air gentil, drôle, machin, et il suffit qu'il change légèrement de gueule, et il fait flipper de ouf. Déjà parce qu'il a un regard qui fait flipper. Enfin, quand il veut, en tout cas, ça fait flipper. Et lui, il a vraiment... Je pense que c'est pour ça, peut-être qu'il a eu plus de prix, c'est qu'il a un physique, il a un regard, il a quelque chose qui déjà donne beaucoup. Alors que du coup, son collègue Richard Shearsmith a un physique un peu plus classique. Plus britannique, même plus... le côté coincé britannique, un petit peu. Moins original, du coup, aussi. Mais c'est vrai que Steve Pemberton est assez hallucinant, un peu flippant, un peu... Ouais, il peut faire pas mal de choses. J'ai noté pas mal de références. Il y a des références à des films dont on a parlé récemment, sur le Rocky Horror Picture Show, sur un épisode qui est excellent, où en fait c'est une famille d'Anglaises un peu patriotes qui reçoit la visite d'un migrant. Et franchement, l'épisode est exceptionnel. Et également, dans l'épisode qui s'appelle Le Train Couchette, il y a une référence au film Runaway Train. Donc, en plus, ce sont des hommes de goût. Du coup, pour ceux qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est Runaway Train ?» Il faut aller sur notre vidéo où on en parle, parce qu'on a une vidéo où on en parle. C'est notre numéro 1. Je m'attendais pour être tout à fait transparent, je m'attendais à me battre plus avec Greg pour le mettre en premier. Mais je suis très content que les quelques épisodes qu'il a vus lui aient autant plu. De toute façon, même si peut-être ça aurait pu être un peu plus discutable, est-ce qu'il est premier, deuxième, troisième, mais de toute façon, je trouve ça intéressant qu'on le mette en premier parce que je pense qu'il y a un intérêt à faire connaître cette série, en fait. Parce que vous faire connaître Black Mirror, honnêtement... Enfin, un grand intérêt. La plupart des gens le connaissent, même s'ils l'ont pas vu. Mais c'est vrai que Inside Nine est au moins au même niveau, si ce n'est plus. Mais en tout cas, c'est pas connu. Donc c'est intéressant que ça soit le premier. Et voilà, faut aller voir Inside Nine. Alors, la série a été diffusée sur Arte. Donc, pareil, je ne sais pas si elle est encore disponible ou pas sur un replay sur Arte. J'ai un doute. Je ne sais pas comment faire pour faire connaître cette série en France, parce qu'elle est incroyable. Arte qui en général passe de très bonnes séries. Tout à fait. Pour info, Arte avait passé Breaking Bad par exemple. C'est pas vrai. Si. Du coup, personne ne le sait. C'est ça qui est affreux avec Arte. C'est qu'Arte, il passe des séries de ouf. Personne ne regarde et après ça passe ailleurs. Les gens font « Ah putain, mais elle est bien cette série. » Ouais, Breaking Bad, c'est passé sur Arte. Mais je suis pas sûr que les gens aient regardé sur Arte en fait. C'est ça qui est con. Avant d'être diffusé sur Netflix ? Peut-être avant Netflix. Je sais pas, faudrait voir. Faudrait voir, je sais pas. Mais ça a été passé assez tôt sur Arte. Non, il passe de très bonnes séries sur Arte, mais les gens regardent peu. C'était notre top 10. Je suis convaincu que pour beaucoup, vous n'êtes pas d'accord. Même nous, on a eu un peu de mal, quand même. Mettez-nous en commentaire votre top 10 des séries d'anthologie. Si vous n'en avez pas 10, mettez votre top 5. On accepte également. Je pense que notre top 10 était plutôt équilibré. Ouais, je pense que c'est équilibré. Abonnez-vous. Quand on arrive aux 500 abonnés, on vous propose une surprise. Oh putain, moi aussi, parce que je suis pas au courant. Voilà. Likez la vidéo, c'est bon pour le référencement. Partagez cette vidéo à vos amis qui seraient intéressés par de nouvelles séries à découvrir. On recherche tous un peu des séries qui sortent un peu du lot. Et le truc, c'est qu'on est inondé de toutes les mêmes séries, mais... ça fait du bien de découvrir de nouvelles séries de temps en temps. Et des fois de repartir en arrière. C'est comme le cinéma, des fois c'est bien de voir ce qui a été fait avant. Il n'y a rien de mal à ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Salut! Salut! Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.